Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'Europe épicentre de l'épidémie Covid-19 enregistre de tristes records. L'Italie et l'Espagne, pays les plus touchés sur le vieux continent, ont battu le record de la Chine. Certains hôpitaux sont dépassés. Avec cette crise sanitaire, le tiers de la population mondiale, soit 180 pays, sont en confinement. Si la situation commence à s'améliorer en Chine, l'Espagne, l'Italie et la France restent très affectées. L'Allemagne manque cruellement de masques pour son personnel médical. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis d'Amérique pourraient devenir bientôt l'épicentre de la pandémie. Au Cameroun, selon les derniers chiffres, 88 cas sont testés positifs avec jusqu'à ce jour seulement 2 morts. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Comme tous les vendredis, elle vous sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, pour en parler, les symptômes, pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Charles Mongemouyeme. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ils sont nombreux. Certainement. Depuis un moment, vous faites des émissions interplanétaires alors. Ok, merci. Forcément, on vous regarde de partout. Voilà Charles Mongemouyeme, consultant en marketing et en communication. Vous avez fait beaucoup de sorties par rapport au coronavirus. Je ne fais que ça en ce moment, quasiment. Oui. D'où votre présence sur le plateau. Parce qu'il faut que ce soit clair. Absolument. Parce que les gens Charles Mongemouyeme a des choses à dire sur le coronavirus, madame, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, Charles. En face de vous, Dr Ngouti Anita. Dr Ngouti, you're welcome. Thank you very much. I'm happy to be here. Yeah, let you introduce yourself. Okay, I'm Dr. Nguti Anita, a medical doctor in Bopi Baptist Hospital, Douala, and I'm the focal point for hygiene and safety in our hospital. Voilà, madame, monsieur, on a voulu introduire cette touche parce que depuis que nous avons commencé ces plateaux, on n'a pas eu la deuxième langue officielle du Cameroun, l'anglais. C'est pourquoi j'ai sollicité le docteur Ngouti. Et il est déjà là, lui, on va l'appeler un peu un miraculeux. Il est en direct de l'endroit où tout est parti, en Chine. Lui, c'est Pavel Daril Kemsenou. Bonsoir, Pavel. Bonsoir à vous. Voilà, et vous êtes à Jinju. Moi, je ne sais pas. Comment vous prononcez le nom de la ville? Jinju. Comment? Jinju. Jinju? Jinju. Sinju? Jinju. Yeah, Jinju. Jinju, c'est un peu péchu. La prononciation chinoise, c'est Jinju. Jinju, c'est. Ok. Pavel, vous êtes, on va le dire comme ça, vous êtes sorti de la maladie. Quand est-ce que vous êtes entré à l'hôpital? Et comment ça a commencé? Le 28 février. Le 28 février. Vous avez passé combien de jours à l'hôpital? J'ai fait 13 jours à peu près. J'en suis ressorti le 10. Non, excusez-moi, je suis allé le 28 janvier, je suis ressorti le 10 février. Le 10 février. La veille de la fête de la jeunesse. Ouais, la veille de la fête de la jeunesse, exactement. Voilà, dites-nous, comment ça a commencé? Les symptômes, ça a commencé comment chez vous? Mon cas était un peu... Honnêtement, je n'ai pas ressenti de très grands symptômes. Puisqu'au début, je ne toussais pas, je n'avais pas de difficultés respiratoires, je faisais mon sport tranquillement. Mais la seule différence, c'était ma température était élevée. À combien s'élevait-elle? J'avais une température qui variait entre 37,1 et 37,9.
Voilà. Mais je ne ressentais pas de malaise, pas de fièvre. Oui. Puisque lorsque l'école s'est rendu compte que que je venais de prendre l'épicentre de la maladie de virus, tout le monde a commencé à s'inquiéter et à tout moment on me demandait de vérifier ma température. Un professeur était chargé de vérifier ma température après chaque 2 heures de temps. Et qui est-ce qui vous amène à l'hôpital pour être hospitalisé, on va le dire comme ça? Comment ça s'est passé? Vous avez décidé d'aller de vous-même ou bien? C'est l'école qui m'envoie, c'est l'école qui me force à aller à l'hôpital. On vous force à aller à l'hôpital? Oui, je suis allé 2 fois. La première fois, quand ma température était élevée, on m'a dit d'aller à l'hôpital, je suis allé. La première fois, le médecin, il n'a pas vu de symptômes, on a fait le scanner, le prélèvement sanguin, analyse. Le médecin n'a pas... Le diagnostic du médecin, c'était que j'avais juste attrapé une grippe. Il m'a demandé de rentrer. Là, après peut-être 3 à 4 jours, jusqu'à présent, je ne me sentais toujours pas bien. Ma température était toujours élevée. On m'a demandé de repartir, de retourner à l'hôpital. Et c'est ainsi que maintenant, je crois après 3 jours à la maison, quand je repars à l'hôpital, on fait le scanner du poumon. On me dit que mon est dans un état critique. Malgré que je ne ressens rien, puisque je n'avais toujours aucun symptôme. On me dit que je suis dans un état critique et on appelle mon enseignant. On dit que je dois rester à l'hôpital. Et vous y passez 10 jours, vous avez dit? Après 3 jours à la maison, on prend ma température, on regarde, je suis toujours dans une température assez élevée. On me demande de retourner à l'hôpital. Lorsque je retourne à l'hôpital, les médecins font le scanner du poumon et le prélèvement sanguin. On me dit que je suis dans un état grave. Malgré que je ne ressens physiquement, je ne ressentais rien. Je n'avais pas de malaise, pas de difficulté respiratoire. Mais le scanner indiquait que j'étais dans un état très critique et que je dois rester à l'hôpital. Ok, vous y êtes resté pendant plus de 12 jours. Comment ça se passait là-bas à l'hôpital? Vous étiez... les rapports, comment ça se passait? À l'hôpital, le traitement était injection et... Injection, médicaments. Je ne connais pas les médicaments parce que... Voilà, j'allais justement vous poser la question. Je ne connais pas très bien en médecine. Vous ne savez pas ce que vous avez pris comme ce qui est rentré dans votre traitement? Oui, je sais juste qu'il y avait des traitements par voie orale, il y avait des traitements par injection et un traitement que je prenais par masque respiratoire. Ok. Je ne connais pas comment on appelle, sur assistance respiratoire. Donc on me met sur assistance respiratoire. Jusqu'au moment où on me met le médicament. Ok. Voilà, je reviens à vous, Pavel, dans un instant. Première réaction sur ce plateau. Doctor, what do you have to say? Well, I'm really amazed to... Ça dit qu'il y a quand même l'espoir. On n'est pas condamné lorsque on est atteint. Il s'est remis de cette maladie. Yeah. Notre ami Pavel. Oui. I'm really amazed because his symptoms were not like the conventional symptoms, and it's amazing and it's a bit worrisome, given that he had fever, he didn't have the cough that we are looking for in patient, the sneezing and the difficulties in breathing. Il parlait de température 37,1, il n'est pas arrivé à 38. Oui. Oui. Yeah, according to WHO, from 37.8, we consider that as a fever and it's suspicious. Ok. Charles Mouyeme. Eh bien, là, ça montre une fois de plus la dangerosité du coronavirus. Parce que c'est ça qui fait sa dangerosité. Les symptômes sont communs. Oui. Ou alors, dans le cas ci, il n'y en a même pas quasiment. C'est-à-dire que ça peut être les symptômes de n'importe quoi. C'est-à-dire vous avez juste pour monter de température. Le palu. Ça peut être le palu, ça peut être, je ne sais pas, même parfois des problèmes gastriques qui font monter la température. Il y a tellement de choses qui font monter la température que c'est ça le danger. C'est-à-dire vous voyez quelqu'un qui fait même du sport, comme il l'a dit. Il joue, il fait tout ce qu'il faut, mais il est porteur. Vous voyez le problème, c'est ça avec cette affaire de coronavirus, c'est un diable. C'est-à-dire que ce machin, vous ne pouvez pas savoir, parce que prenez l'exemple de chez nous en ce moment.
En ce moment, ici, avec la poussière et les tornades, et les petites pluies qui tombent et tout ça, c'est modification de température. Il y a beaucoup de gens enrhumés, il y a beaucoup de gens qui ont la toux. Oui. Alors, qui dedans est en train de faire les symptômes du coronavirus ou plutôt les symptômes peut-être du fait de la poussière, de, je ne sais pas, la rhinite, comme on dit souvent, rhinite saisonnière ou je ne sais pas quoi quand on a envahi les poussières. Comment distinguer les symptômes du coronavirus des symptômes donc de ce rhume, de cette petite grippe, comme on l'appelle vulgairement chez nous? C'est ça qui est compliqué. Okay. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction de l'Italie, où nous attend le docteur Jean-Paulin Bissoc. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Olivier. Voilà, vous êtes le président de l'association des médecins camerounais en Italie, c'est bien cela? C'est bien cela, ouais. C'est bien cela, je suis le président de l'association des médecins camerounais d'Italie. Je suis le représentant de l'Ordre national des médecins du Cameroun en Italie et je suis médecin spécialiste en toxicologie industrielle et médecine préventive. Voilà. Voilà. Docteur Bissoc, dites-nous, on parle beaucoup d'Italie par rapport au coronavirus. C'est quoi le problème de l'Italie? Ben, que dire, le problème de l'Italie, je pense que ce n'est plus le problème de l'Italie seulement. Aujourd'hui, on parle de pandémie, donc le problème est au niveau mondial. On en a parlé tellement, on parle encore de l'Italie, peut-être parce que nous ici, on a eu la malchance de connaître avant beaucoup d'autres pays l'infection. Mais si vous allez voir aujourd'hui, il y a certaines dates publiées par l'OMS qui démontrent qu'il y a certains pays qui ont autant de morts, d'infectés que l'Italie. Si je peux vous dire sincèrement, c'est vrai, le problème est là, c'est grave, c'est vraiment grave, il faut le dire. C'est pas à sous-évaluer. Il faut faire attention avec cette maladie. Comme disait quelqu'un dans le plateau tout à l'heure, c'est une maladie particulière parce qu'elle n'a pas de face. On ne sait pas par où elle arrive. Donc, j'appelle vraiment beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'attention sur les mesures préconisées par le gouvernement qui, selon moi, sont déjà assez bonnes. Et ne pas s'amuser parce que ici, chez nous, tous les jours, il y a des décès. Aujourd'hui, l'Italie, dans le compte rendu du Premier ministre, du chef de gouvernement italien, on a connu 961 morts. Mais on ne peut pas tout simplement évaluer cette maladie sur le nombre de morts parce qu'en réalité, dans ces morts, il y a beaucoup d'autres maladies parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui accompagnent ces décès. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, en fait, je réponds aux questions, je ne sais pas si j'exagère un peu. Vous m'avez dit qu'on ne meurt pas du Covid-19, on meurt avec le Covid-19. Oui. En fait, c'est ce que nous disons ici. On ne meurt pas, il faut le dire, hein, il faut pas, moi je l'ai toujours soutenu. Le Covid-19 n'est pas plus dangereux que la malaria. Il faut dire, la malaria tue beaucoup plus dans le monde par rapport au Covid-19. Hein, il ne faut pas penser qu'on ne meurt pas. En réalité, si vous comprenez bien, et tout le monde le sait déjà, le Covid-19, très souvent, au moins pour ce qui est de l'Italie, si on va voir la tranche d'âge des personnes qui décèdent en Italie, c'est des personnes d'une tranche d'âge de 70 à 80 ans. Vous comprenez? C'est donc des personnes qui ont très souvent une pluricomorbidité, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, c'est des personnes qui ont des maladies, des néphropathies et des pneumopathies. C'est des personnes qui ont des maladies oncologiques. Donc, très souvent, le COVID-19 est virulent envers ces personnes-là. Et le
pour ce qui regarde l'Italie, le fait que la population soit assez vieillissante, ce que beaucoup de gens ne savent pas peut-être, c'est que l'Italie est seulement après le Japon la deuxième population plus vieillissante du monde. Si vous allez bien voir, la moyenne d'âge ici tourne autour de 70 ans. Hein. Les Italiens, ils vieillissent énormément. Donc, c'est ces personnes qui ont déjà plusieurs maladies qui sont les plus frappées par ce phénomène. Donc, moi, je dirais qu'il faut évaluer ces dates dans sa globalité. Voilà, retour sur le plateau, docteur. Les populations, il a dit, hein, l'Italie est beaucoup plus frappée parce qu'il y a un fort taux de population qui a plus de 70 ans. Et que pour lui, ces personnes-là ont déjà des maladies en elles et le Covid-19 vient tout simplement peut-être précipiter, on va le dire comme ça, précipiter les choses. Mais on sait quand même qu'en France, hier, on a eu un cas de 16 ans. 16 ans en France. So, ça frappe tout le monde. Oui. The virus affects everybody, but as the doctor said, it is worst in people that are older and people that have comorbidities, like cardiovascular diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, lung diseases like asthma or bronchitis, chronic bronchitis, or you have any comorbidity will make the virus to be more aggressive in those people, and it's something that we should be very fearful, because now you might be somebody that is infected, young person, and it might not be dangerous for you that much, even though there are some young people that are dying from the virus. But now think about your parents. That's why we are reinforcing that. Even if you don't want to practice preventive measures for yourself, practice it for your parents at home. Because even if you have the virus, you might not die, but you go and infect your mother in the house who has diabetes, it might be dangerous. Voilà. Sur cette situation-là, il a expliqué, le docteur Bissoko, l'Italie est frappée parce que... Mais pourquoi le Japon? On serait tenté de se poser la question de savoir pourquoi le Japon, qui a aussi une population vieillissante, n'est pas autant frappé que l'Italie. Je pense qu'il y a une question de mesures prises. Oui. Il y a forcément une question d'environnement et de mode de vie. Oui. Vous savez qu'en Europe, ils sont un petit peu comme nous. Quand quelque chose arrive, on néglige d'abord. Oui. C'est ce qu'ils ont fait en France, en Italie. Et parfois, on ne prend pas les mesures immédiatement. C'est quand la situation s'aggrave qu'on se réveille. Par contre, au Japon, c'est des gens qui font des prévisions sur très long terme dans tous les domaines. Et donc, forcément, ils ont peut-être pris des dispositions avant les autres. Oui. Moi, ce qui est dangereux pour nous, c'est que non seulement nos statistiques ne sont pas très bien tenues pour qu'on sache combien de vieillards on a au Cameroun et qui sont donc la plus grande population à risque. Ces vieillards, on les retrouve dans nos villages, dans nos villes de plus en plus pour venir retrouver les enfants qui les emmènent à l'hôpital, etc. L'autre élément dangereux, c'est que ces maladies dont parle le docteur tout à l'heure, qui sont des circonstances aggravantes, c'est-à-dire quand vous les avez déjà, le coronavirus agit un peu plus sur vous, ces maladies sont portées par les jeunes dans notre pays, malheureusement. Regardez les AVC aujourd'hui. Même à 35 ans, on commence à en voir de plus en plus. On a l'asthme qui est quasiment une maladie courante, mais banale aujourd'hui, parce que je ne sais pas si c'est les conditions de vie, etc. On a tellement d'agressions en termes de maladies qui rôdent autour de nous, qu'à un moment donné, est-ce que chez nous, ça va uniquement toucher les vieux et les vieillards, étant donné que les jeunes sont déjà pratiquement tous des malades? Nous ne faisons jamais de check-up. Personne ne connaît son état de santé en réalité avant qu'il ne tombe malade. C'est quand vous arrivez à l'hôpital pour un palu, qu'on vous dit que attention, vous êtes même diabétique, attention, vous êtes même ceci. Vous découvrez ça autour d'un palu, par exemple. C'est ça le problème chez nous. C'est là où c'est beaucoup plus complexe. Nous devons prendre plus de précautions que les Japonais encore. Parce que nos conditions de vie nous confinent à marcher avec les maladies au quotidien sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que même les simples problèmes dentaires, les gens traînent des problèmes dentaires sur 10-15 ans. Ils te disent, je ne mange plus avec ce côté de la bouche. Depuis combien de temps? Oh, je ne sais même plus, ça fait au moins 20 ans. Mais c'est des choses chroniques qu'on traîne.
Alors, quand ce virus va entrer, il trouve que vous avez déjà les nerfs fragilisés par une maladie de la dent, etc. Vous voyez qu'on a tellement de soucis sur le plan de la santé que nous devrions être 10 fois plus attentifs que les Japonais. Oui. En toute honnêteté. Parce que nous, on n'attend pas d'être vieux pour être sérieusement malade. Des très jeunes sont malades chez nous. Très, très jeunes. De plus en plus d'ailleurs. Et c'est ça le drame. Nous n'oublions pas que nous avons toujours le choléra. Okay. Les successions de crises de palu fragilisent. Et tout ça. Donc on est... Voilà, on repart du côté de l'Asie, rencontrer Pavel. Pavel, depuis que vous êtes sorti de l'hôpital, c'était, vous avez dit, le 10 février 2020, le regard autour de vous, comment la société, est-ce que les gens autour de vous, ils ont été informés du fait que vous ayez contracté cette maladie? Oui, vous avez été au courant? Ça fait beaucoup de bruit autour de moi, que ce soit du côté de la communauté camerounaise, que ce soit de mon école ou même de la région de Tinjo. Puisque j'étais le premier Africain à voir ça, ça a attiré beaucoup d'attention. Et l'école comme le gouvernement chinois ont beaucoup investi pour se rassurer que je sois bien traité. Et comment dire, je suis toujours pris en charge jusqu'à présent par mon école. Ah, vous êtes pris en charge, concrètement? Oui, jusqu'à présent, mon école ne veut pas prendre de risques. On refuse toujours que je sorte de ma chambre de quarantaine. Ils ont vous êtes toujours en quarantaine? Ils ne veulent prendre aucun risque. Pavel, vous êtes toujours en quarantaine? Bon, c'est pas complète, mais on m'interdit de sortir de l'établissement, du campus scolaire. Depuis le 10 février? Depuis le 10 février. Vous recevez quand même la visite des autres Camerounais? Même la visite, je n'ai pas. On m'interdit de me rapprocher de qui que ce soit. Étudiant comme n'importe qui. Je peux juste parler. Quand j'ai besoin d'un objet, on appelle et je peux appeler. Mais on refuse que je me rapproche d'un étudiant ou de n'importe qui. Voilà. Salman Gabouyeme, ce témoignage, depuis le 10 février, il est encore en quarantaine. Hein? Oui. Il est sorti. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sorti l'isolement? Est-ce que ça veut dire qu'il est toujours positif au test? Le médecin va nous dire. S'il est testé négatif maintenant, pourquoi le maintenir en quarantaine? C'est difficile à comprendre. I don't understand too, because normally even the WHO, there's a recommendation on when the patient should come out of quarantine and when the patient can go back to his normal life. If the patient is testing negative, it means the patient doesn't even have the virus to spread. And even from what they report, usually when you have the symptoms, in the early period of the symptoms, that's when you are very much infectious. But then as the symptoms, they start reducing until they disappear, you are less infectious at that time. So I don't understand why they will still keep him in quarantine. I don't know if it's still medical, because it doesn't sound right to me. I don't think that it's appropriate for him to be quarantined like that. Maybe they don't want him to get reinfected, but we don't know. From the reports that they have given, there's a study that was done in China on monkeys to see if you get infected with the virus, you can get reinfected. And they found that some will not get reinfected. So the chances of getting reinfected is very low. But there are some people that get reinfected. So we don't know if that's the reason why, but I don't think that it's that he's infectious. Now, if he has tested negative, he cannot infect any other person. Voilà, nous allons donc prendre la direction du sud-est de l'Allemagne, en Bavière, où nous attend le docteur Laetitia Nerebou-Meka. Bonsoir, docteur. Docteur. Allô, je vous entends pas bien. Voilà, vous êtes là, nous on vous entend, hein, docteur Laetitia. Oui, là c'est bon. Vous êtes gynécologue obstétricienne. On va s'intéresser peut-être au cas de la femme enceinte testée positive. Oui, est-ce qu'il y a des risques? Il faut dire que jusqu'à présent, on n'a pas assez de données
en ce qui concerne ce virus sur la femme enceinte. Mais il y a quelques cas qui ont été observés en Chine et ailleurs, et les résultats sont plutôt rassurants. On a l'impression que la femme enceinte, non seulement elle est plutôt épargnée, mais elle fait une forme mineure de la maladie. Elle ne fait pas une forme sévère de la maladie, ce qui est plutôt surprenant parce que physiologiquement, une femme enceinte a un système immunitaire un peu plus affaibli, raison pour laquelle chez une femme enceinte, on va la vacciner contre la grippe saisonnière, par exemple, pour éviter qu'elle ait une infection pendant la grossesse. Mais en ce qui concerne le SARS-CoV-2, le coronavirus qui cause le COVID-19, chez la femme enceinte fait plutôt des formes mineures de la maladie. Mais bien, si une femme est donc testée positive, alors il ne faut pas paniquer. Il sera important qu'elle communique avec ses médecins traitants, gynécologues, avec sa maternité, pour qu'eux, ils puissent se préparer à l'accouchement. Voilà. Car il faut bien les kits de protection. La femme va accoucher dans une salle d'accouchement qui sera bien préparée. Pour le cas, pour éviter la propagation du virus, il faut les masques FFP2, donc, comme on appelle ici, ou N95, comme ils appellent aux États-Unis. Donc, ça sera important de communiquer à ce niveau-là. Okay. Et sinon, jusqu'à présent, une transmission verticale de la mère à l'enfant dans l'utérus, ça n'a pas été décrit, non plus les malformations ou encore risque de fausse couche ou risque d'accouchement prématuré, non. OK. Docteur, vous êtes à Ingolstadt, c'est bien cela? C'est ça, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de cas de femmes enceintes testées positifs? Dans l'établissement où je travaille, on a des patients positifs. Il y en a qui sont moins stabiles que d'autres, mais on n'a pas encore eu de femmes enceintes. Sinon, nous sommes préparés par rapport à ça. On a une salle d'accouchement qui est préparée pour des cas de femmes enceintes qui seront testées positives au COVID-19 parce que ce n'est qu'une question de temps. L'infection est dans la société, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'une femme arrive dont le mari est positif au COVID-19. Donc, il faut se préparer. OK. Docteur Meka, quelle est la situation aujourd'hui en Allemagne par rapport au COVID-19, dehors de la femme enceinte? Concernant, comme je dis, la situation générale en Allemagne, elle est un peu comme dans la plupart des pays. Au jour d'aujourd'hui, on a environ 45 000 personnes infectées, je ne suis pas très sûre, pour environ 250 décès. C'est le confinement. On a le droit de sortir juste pour aller faire ses courses, pour aller chez son médecin ou encore pour aller faire du sport, prendre de l'air. Donc, tout a été réduit à un strict minimum. Même quand on va au supermarché, eh bien, on doit garder une distance d'1 à 2 mètres par rapport à celui qui est devant. Soit on n'entre pas comme ça au supermarché. Tous les autres surfaces qui ne sont pas nécessaires, restaurants, musées, théâtres, c'est fermé. Il n'y a que les supermarchés pour approvisionner les gens en denrées alimentaires. Sinon, les femmes enceintes en particulier, on les conseille de continuer d'aller pour leurs échographies et pour leur suivi de grossesse. OK. Voilà, on revient à vous dans un instant. Docteur Ngouti, on n'a pas beaucoup parlé de la femme enceinte au Cameroun, oui. Par rapport au COVID-19. Yeah. I think that with the pregnant women, I think they may have been concerned about this because generally most infections are more frequent in pregnant women because, as the doctor said, their immune system is lower and in children. But from the studies that have been done, as the doctor is saying, their symptoms are instead mild. And even in children, the symptoms are mild too. And women should not also be worried that there is transmission between them and the fetus and the baby because there has not been proven to be any transmission, as the doctor said. But one thing that I want to advise is about the prenatal visits. Because usually in our hospitals, there are so many pregnant women and they come and they are so packed. If there is a way that they can communicate with those that are following them up so that maybe they can reduce the number of people that come per visit and they have rendezvous and they call in before they come for their visits, they should arrange in such a way that there are fewer people because it doesn't still cancel the fact that they can get infected and they should still continue to practice the normal preventive measures. There are no extra things that pregnant women should do. Voilà. Nous allons donc prendre tout de suite le docteur
Jean-Paulin Bissoko, depuis Palerme. Oui, on va revenir à lui. Dites-moi, il y a cette polémique. Vous connaissez bien le milieu du football, mais beaucoup de gens. Salmon Gemouyeme, mardi dernier, Patrick Magic Mboma qui fait un tweet concernant son oncle. Oui. Après, tout le monde lui tombe dessus. Oui. Bon, c'est parce qu'il y a eu des informations. Il y a eu un démenti. Il y a un démenti. Tout le monde tombe sur Patrick Magic Mboma. Comment comprendre ça? Parce que hier, le ministre a finalement donné raison à la famille, et à Patrick Mboma, et à la fille du regretté Mkouri. Le plus cocasse, c'est qu'il y a eu un démenti. Oui. Et un démenti du démenti. Parce que le premier démenti qui sort, qu'on attribue au directeur de l'hôpital La Quintini, et qui précise qu'il est mort de maladie, insuffisance cardiaque, etc. Oui. Le directeur de La Quintini dit que ce démenti n'est pas de lui. Oui. Il sort un démenti pour le dire, d'ailleurs. Et quand on interroge le ministre de la Santé chez un de vos confrères dimanche, il botte en touche en disant qu'il ne faut pas insister de toute manière sur ces statistiques. Ce mort-là n'est pas compté dans les morts du coronavirus. Non, là c'était en semaine. C'est dimanche que M. Moukouri est transporté à l'hôpital. Oui, en semaine plutôt. En semaine plutôt, oui, parce qu'il y a tellement d'interventions. En semaine plutôt, quand on compte le nombre de morts, il n'est pas comptabilisé. Oui. On reste sur les 2 premiers cas qui étaient venus de France. Lui, il n'est pas comptabilisé. Et puis, subitement, on apprend que finalement, il est c'est hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on lui a fait le test au moment où il était encore vivant à l'hôpital où on le suivait avant de l'amener à La Quintini? Parce que je pense qu'il arrive à La Quintini la veille de son décès. Oui. Ça suppose que là où on le suivait, on lui a fait un prélèvement. Il arrive à La Quintini, je crois, dimanche après-midi. Le dimanche, oui. On lui a fait un prélèvement chez son médecin privé pour l'envoyer au centre Pasteur à Yaoundé. Et quand il décède, on n'a toujours pas le résultat, ce qui m'étonnerait puisque on nous a dit que c'est 4 heures. C'est vrai qu'il y a des tests en attente. Suivant le ministre, il a dit qu'il y avait 200 ou 455 tests en attente de résultats. Donc peut-être qu'il était dans ce lot-là. Ou alors, c'est quand il décède qu'on fait un prélèvement après décès pour s'assurer que, en réalité, on l'a enterré rapidement pour confirmer et avoir, comment on peut dire ça, la conscience un petit peu tranquille. Parce que je suppose que ceux qui ont pris la décision de l'enterrer rapidement sur les forts soupçons de coronavirus, après coup se sont dit, mais imaginez qu'il ne soit pas mort du coronavirus, ce notable-là, on a été obligé de l'enterrer de manière relativement cavalière, sans les rites traditionnels qui sont ceux de sa communauté, etc. Peut-être qu'on a dû faire un prélèvement après et on a découvert qu'effectivement c'était ça. Et je pense que même pour les membres du gouvernement, ça les soulage finalement. Parce que quand on a vu tout le déploiement pendant son entrée à l'hôpital et comment on le ressort avec toutes les mesures de sécurité du monde pour aller l'enterrer nuitamment, si ce n'était pas le coronavirus, on assimilerait ça à une petite erreur médicale après décès du patient. Donc je pense que ça a soulagé un petit peu tout le monde. Que ça se confirme, il me semble. Maintenant, Patrick Mboma, tous ceux qui l'ont traité de nom d'oiseau, il faut que les Camerounais arrêtent avec la méchanceté. Oui. Aujourd'hui, on insulte les gens pour un rien du tout. Je ne sais pas d'où ça nous vient, mais il faut qu'on se calme un peu. Vous ne pouvez rien dire sans que les réseaux sociaux, on vous insulte du matin au soir. Des gens vous disent n'importe quoi sous des prête-noms, sous des faux noms. Si on n'arrête pas ça, je ne sais pas quelle société nous aurons bientôt. Parce que Patrick Mboma, c'est quand même une icône chez nous, même s'il s'est trompé. Et comment peut-il se tromper s'agissant de son oncle? C'est ça. Quel intérêt a-t-il à annoncer que son oncle est décédé de coronavirus? Pourquoi on n'a pas la patience d'attendre? Pourquoi on fond directement sur lui alors que soi-même on n'a pas d'informations? Il faut qu'on change de comportement un petit peu. Le coronavirus, au moins, est-ce que lui au moins il va nous conscientiser pour qu'on comprenne que nous ne sommes que des pauvres mortels? Nous ne représentons rien. Regarde 70 ans, 50 ans de carrière, 70 carrément de Manu Dibango. Il est tombé. Que sommes-nous pour qu'on s'invective, qu'on s'insulte du matin au soir? On est quoi, ce petit souffle-là?
le petit virus que vous ne voyez même pas à l'œil nu, il vous terrasse. Mais ça doit vous appeler à l'humilité. Mais pourquoi on n'est pas humble? Ok. Direction Palerme, donc, où nous attend le docteur Jean-Paulin Bissoko. Dites-moi, docteur, l'Italie a sûrement confiné, hein? Oui. Comment vous avez procédé là-bas? Comment les Italiens ont procédé? Confinement total, mais pourquoi le nombre de décès va crescendo? Oui, une précision, Alain. Je suis à Parme. Parme, c'est au nord de l'Italie. Je ne suis pas à Palerme. Je suis entre Milan et Bologne. Oui. Donc, c'était juste une précision. Je ne suis pas à Palerme. Je suis à Parme, la ville où a joué le fameux Mboma dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est l'équipe de Parme. Bon, c'était une parenthèse. Le confinement. Certes, nous sommes confinés, mais il faut se dire une chose, n'est-ce pas? Le confinement ici n'est pas total, c'est-à-dire nous pouvons sortir en cas d'exigence de besoin vital. Pratiquement, on peut sortir pour aller faire des achats, on peut sortir pour aller travailler, on peut sortir pour aller chez le médecin parce que en ce moment, beaucoup peuvent sortir pour aller voir leur médecin. Donc, le confinement n'est pas total. Cependant, il y a des contrôles dans toute la ville et très souvent, en cas de contrôle, il faut justifier sa sortie, en fait. Le confinement, malheureusement, les chiffres continuent à augmenter, mais c'est pas la raison. C'est pas la raison. On ne peut pas dire qu'il y a confinement et pourquoi ça continue à augmenter. Il faut se dire une chose. Très souvent, les morts, le nombre de morts suit de quelques jours le nombre d'infectés graves. Hein? Donc, c'est tout à fait normal, en fait. Le confinement, cependant, c'est la seule mesure en ce moment efficace qui peut réduire et qui réduit la diffusion de l'infection. Pourquoi le confinement? Le confinement, tout simplement parce qu'en évitant l'affolement, en évitant aux gens de l'attroupement, en évitant le contact direct, on réduit au minimum la diffusion du virus. Parce que ce que vous savez, ce que tout le monde le sait, le grand problème de ce virus, c'est les porteurs sains. Parce qu'il y a plein de porteurs sains. Malheureusement, on ne peut pas tester tout le monde. L'OMS prévoit une diffusion de plus de 80% de la population mondiale, hein, il faut le dire. Et moi, je dis toujours, il faut se retenir potentiellement infecté, parce que tant qu'on n'a pas fait le test, on ne peut pas dire qu'on est négatif. Hein. Alors, pour cela, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a le confinement, c'est d'ailleurs pour cela qu'on doit se protéger pour protéger les autres. Important, selon moi, surtout les personnes d'un certain âge, des personnes qui ont certaines maladies, dont j'en parlais tout à l'heure. Toutes les personnes, nos parents qui ont l'hypertension, surtout les maladies cardiovasculaires, le diabète, les néphropathies, ces personnes sont des personnes plus à risque. Donc, c'est des personnes qu'il faut vraiment protéger. Hein? C'est des personnes qui, selon moi, doivent être confinées. Ça, c'est mon point de vue. Parce que c'est des personnes, en cas de stress, en cas de gravité, sont plus à risque de décès par rapport aux jeunes, il faut le dire. Jusqu'à présent, en Italie, la moyenne d'âge de décès tourne autour de 70 ans. Jusqu'à présent, un seul est mort avec moins de 40 ans. Sinon, c'est le personnel hospitalier, c'est-à-dire des médecins, tous ceux qui sont au front, comme on les appelle, jeunes qui peuvent contracter la maladie parce que le risque est élevé au niveau des hôpitaux et c'est ça. Pour le reste, moi je dis il faut respecter les mesures prévues, préconisées par le gouvernement et moi je pense que c'est de très bonnes mesures qui ont été prises et juste appeler, sensibiliser la population et surtout ce que vous faites comme communication, c'est assez important. Parlons de prévention, ne parlons pas de traitement. On parle beaucoup de traitement. Avec la population, on doit parler de prévention. Et de prévention, on ne parle pas de thérapie. Vaut mieux prévenir que guérir. Parce que tout ce qu'on dit, chloroquine et tout ça, c'est la thérapie. Ça, c'est le médecin qui le fera après. Pour le moment, on ne doit pas être malade. Et pour ne pas être malade, c'est se laver les mains régulièrement, c'est la distance, c'est
Le confinement, quand on peut, c'est le smart working, on peut faire ça, on peut travailler de la maison, c'est les mesures d'hygiène. Beaucoup plus d'attention. C'est ce que je dirais, en fait. Voilà, parlant de personnes, des personnes qui ne font pas la maladie, qui sont forcément des porteurs sains, combien de temps faut-il pour qu'ils ne soient plus contagieux? Jusqu'à présent, les porteurs sains, il faut dire qu'il y a une différence. Le porteur sain, c'est vrai, il est contagieux, il est infectant, mais il faut déjà le détecter, parce que le problème, c'est celui-là. Oui. Serge Alain, vous n'avez pas fait le texte pour savoir si vous êtes porteur sain ou pas. Donc, je dis, il faut déjà détecter. On ne peut pas. Et le porteur sain, une fois qu'il a été détecté, on le met en quarantaine 14 jours, parce qu'on a vu à partir... Puis le problème, c'est celui-ci. Est-ce qu'il a été infecté avant ou après? Le test, quand est-ce qu'il a été fait? Vous avez compris? On peut être négatif aujourd'hui, être positif demain. Donc, même le texte, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, en fait. Donc, ce que je dis, ne restons pas à voir la maladie. Le risque est présent, il est continu. Essayons d'adopter toutes les mesures préconisées par le gouvernement, par l'Organisation mondiale de la santé pour combattre ce fléau. Évitons la panique parce que de plus grave, il y en a comme maladie en Afrique. Le Covid n'est pas une maladie, c'est une maladie grave certainement, mais on ne va pas s'aimer la panique à la population pour ça. C'est mon point de vue. Oui, docteur Bissoko, on a plein de vidéos. Les médecins, ils disent bien, c'est bien de nous applaudir, comme en France, mais restez à la maison. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Je dis, on a vu plein de vidéos venant et d'Italie et de France. En France, c'est devenu comme un rituel. Tous les jours à 20h, les Français sortent, se placent au niveau de leur balcon, ils applaudissent tout le personnel de santé qui combat, qui lutte contre cette pandémie-là depuis un certain temps. Mais le mot qui revient pour eux, c'est ils demandent aux Français de rester à la maison. Oui, c'est la même chose ici chez nous. Le confinement est indiqué. Mais il faut voir, disons-le, vous pensez qu'il puisse être adapté au Cameroun? Moi, j'ai mes doutes. J'ai vraiment des doutes. L'économie camerounaise tourne pour 70% dans le secteur informel, on le sait très bien. Ici, ce n'est pas la même chose. Les Camerounais doivent cependant aller travailler. Et donc, ce que je dis, c'est le confinement certes. Moi, ce que je préconise pour la population, notre population au Cameroun, c'est le port des masques. Je conseille vivement parce qu'en fait, pourquoi le confinement? Le but du confinement, c'est quoi? C'est éviter la diffusion de l'infection. Donc, avec les masques, on peut très bien le faire. Si tout le monde pouvait se doter d'un cache-nez, d'un masque, moi, je pense que le problème pourrait avoir un début de solution. Donc, le masque, très important. Mettons les masques si vraiment on doit sortir. Mais en fait, je crois si on peut rester à la maison, il faut rester à la maison sûrement. Mais je pense que les contextes sont bien différents. Les contextes sont très, très bien différents. Voilà, on va donc prendre la direction d'un pays où le masque est obligatoire. Pavel Daril, pourquoi avez-vous ôté votre masque? Le masque est obligatoire. À chaque fois que tu te veux sortir de la maison, que ce soit des personnes ou pas, tu dois toujours porter un masque. Et ça, c'est une loi de toute la Chine, présentement. Ok, vous avez toujours le masque. Le masque est obligatoire. Oui. Oui. Voilà. C'est obligatoire. Et tu risques d'aller en cellule. Si tu te vois dehors sans ton masque, on va te mettre en cellule. Oui, et docteur Ngouti, le masque, il y en a qui, c'est un débat, on dit que c'est des personnes qui sont déjà infectées qui mettent le masque, c'est le personnel de santé qui met le masque. Certains médecins disent que tout le monde doit mettre le masque. Well, according to the recommendation of the WHO, the people that should wear the mask are those that are infected, and those that are taking care of people that are infected, and those that are the health professionals. But I will understand with some doctors that will recommend that everybody should put on the mask, because in the setting of Douala,
you cannot, that 1 meter is very difficult. And somebody can easily just cough into your face. The thing is, we have not yet adopted those measures of prevention. It has not become part of us, especially the cough etiquette. People still cough into the air without following the etiquettes that are shown all over. So you have to protect yourself at every level. So to a certain degree, people should wear the mask if they have it. Okay. But now the thing is, the mask can also be a tool that you can get yourself infected. Because the mask, it has 2 sides. There's one covering your face and there is one that is showing outside. So that one outside, if there is any virus, the virus will be on that side. C'est pourquoi on dit maximum 3 heures, c'est ça? That's one of the reasons. And one other thing is, don't keep touching the mask, pulling it down, pulling it up. Ah oui, on voit des gens qui montent. C'est interdit, c'est pas bien de rabattre, de le toucher. Quand tu touches, tu dois faire ton hand hygiene. Oui. You have to do your hand hygiene every time you touch the mask with your hand. Because the part that is exposed, you consider that part to be the infected side. So each time you touch the mask, you have to do your hand hygiene. So if you can put on the mask and maintain this hand hygiene, then you can wear your mask. Okay. You can wear your mask to protect yourself, even when you are not taking care of a patient, even when you are not infected. C'est compliqué là. Chaque fois qu'on touche, il faut nettoyer la main. En fait, surtout la face. Je pense que c'est à cause de la pénurie de masques qu'on dit que tout le monde ne devrait pas les mettre. Mais vous avez écouté le médecin de Parme. Oui. Nous devons, jusqu'à ce que nous soyons testés, nous considérer comme étant des porteurs pour protéger les autres. À ce moment-là, nous devons tous mettre les masques. C'est pour ça qu'il le propose. Il est conséquent. Il dit, considérez-vous, du moment où vous n'avez pas encore fait de test, considérez que vous pouvez être un porteur et donc infecter vos enfants, votre épouse, votre entourage. Le seul moyen de les protéger, c'est de mettre le masque. Mais comme il y a une pénurie, au lieu qu'on réfléchisse à des solutions, heureusement que des couturiers commencent à fabriquer des masques, etc., ce qui est quelque chose de très intelligent que j'approuve. Et l'autre chose qui, moi, me sidère, c'est qu'on estime que le confinement total est impossible. Oui. Mais quand il explique le confinement total là-bas, les gens vont bien faire les courses. Ok. Donc on peut l'adapter ici. Nous l'avons connu pendant les villes mortes. Ok. Voilà, on revient après le journal. Elle est déjà là, Nadine Yambou, comme tous les vendredis. Bonsoir Nadine. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur l'évolution du coronavirus au Cameroun. 3 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour, ce qui porte donc à 91 le nombre de cas de coronavirus au Cameroun et le pays donc qui franchit une nouvelle phase dans la lutte contre cette pandémie. Le ministre de la Santé publique annonce des dépistages massifs des personnes pour contrer la pandémie dans les tout prochains jours. Et toujours sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, les principaux marchés de la capitale économique Douala, dans le 2e arrondissement, sont restés fermés toute cette journée de vendredi. Objectif, débarrasser ces lieux des potentiels foyers de progression du coronavirus. Au moment où le Cameroun enregistre 91 cas de Covid-19, le SIF demande que les mesures spéciales soient prises, notamment pour poursuivre l'évolution de la situation dans les zones en crise, en savoir les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Le SIF demande notamment un cessez-le-feu dans les régions anglophones. Il faut également préciser que le célèbre artiste mondial Manu Dibango a été inhumé ce jour dans la stricte intimité familiale dont nous ferons le point au journal de 20h. C'est Jalan. Voilà, Manu Dibango qui s'en est allé aujourd'hui pour l'éternité au cimetière Père-Lachaise à Paris. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Nadine Yambou pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie de Equinox Soir.
Le temps du débrief, nous serons toujours en compagnie de nos invités en plateau et des 4 coins de la planète. Le docteur Jean-Paulin Bissocco, il est à Parme, en Italie. Le docteur Ngouti, elle est là sur ce plateau. Ngouti Anita, Charles Mongemouyeme et Pavel Daryl Kemsenou, il est en Chine. Et le docteur Laetitia Nerebu Meka du côté de Ingolstadt. Nous sommes en Bavière, en Allemagne. Charles Mongemouyeme, cette situation, ces derniers chiffres, depuis, ça grimpe. Hein? Oui, mais c'est prévu. Je pense que les statisticiens... Le ministre même a fait une projection. Le ministre même a fait une projection. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il y aura une explosion de chiffres. Ça va être exponentiel. Parce que si on nous dit que chaque porteur peut contaminer au minimum 3 personnes ou en moyenne 3 personnes, on peut imaginer ce que ce sera bientôt. Parce que si on a 100 cas, ça veut dire qu'on en aura rapidement 300, qu'on en aura rapidement 900, ça va aller très très vite. Et donc il faut se prémunir sérieusement. Ok. Nous allons donc d'abord écouter le docteur Ngouti, Anita. Les chiffres qui ne font que grimper, c'est quoi? Les gens n'observent pas scrupuleusement les mesures gouvernementales, les mesures barrières. C'est quoi le problème? Ou c'est le fait que les gens qui sont entrés au Cameroun par ces vols-là, qui malheureusement refusent de se signaler. On a encore suivi dans le journal-là. Comment comprendre qu'aujourd'hui, qu'on fasse toujours des communiqués, on fasse appel à ces gens-là et ils ne se présentent pas? Qu'est-ce qui se passe? I think that's the main problem because people are not taking this seriously. And you are having some people that, I don't know, they probably do not want to be infected, even though they are infected. So it's even better for you to go and you are tested. There are some people that are looking forward to be tested to know if they have this virus. So you have been given an open opportunity to come and be tested. And so for those people, I think that they are the first risk. And then I will also talk about their families, the people that are keeping them in their houses. They are keeping them, they are putting themselves at risk. They are putting the entire neighborhood at risk. And I think that these 88 cases these 91 cases that we have now, they are not only the people that traveled in out of the country. We are probably already facing a community spread now. We are probably already facing people in the community that have not traveled out of Cameroon who are getting infected now. And that's very serious. And I think that it's a time when we have to rise up and start taking these measures seriously. There are some Cameroonians that still don't believe that this coronavirus is in Cameroon. They don't believe that it is real. They don't think that it's necessary for them to wash their hands. They don't think that it's necessary for them to maintain 1 meter distance. You have people coming to the hospital and you're trying to ensure that they sit at 1 meter. We try to orientate them, but some people, they don't even want to understand. They put themselves at risk. So with this attitude, I think that these numbers will keep going up. I forgot to give you this at the beginning of the program. Take it, docteur. Voilà, on a oublié le rituel. Hein? Voilà. Merci. On va donc faire un tour. On va aller rencontrer le docteur Laetitia Nerebu Meka qui est en Allemagne, Ingolstadt. Docteur Laetitia Meka, dis-nous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au gouvernement du Cameroun? Surtout vous qui êtes dans le domaine de la protection de la femme enceinte. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire par rapport à cette pandémie? Serge Alain, il faut dire que ça, c'est une nouvelle situation. Et on n'a jamais connu ça. Et je ne sais pas s'il y a un gouvernement dans le monde qui va dire qu'il est prêt par rapport à la situation que nous vivons actuellement. À côté de ça, il y a des systèmes qui sont plus fragiles que d'autres. Au Cameroun ou encore en Afrique, on a eu la chance de voir ce qui venait. On a pu voir ce qui arrivait aux autres et peut-être on a cette chance-là de pouvoir se préparer.
Parce que l'être humain, normalement, il pense toujours que le mauvais, c'est plus l'autre. C'est ce qu'on a vu en Italie quand l'infection a commencé en Chine. Tout le monde se disait, bon, c'est en Chine, ça a été sous-estimé et directement, on s'est retrouvé non préparé dans une situation. Maintenant, pour un gouvernement ou pour un pays où le système est encore moins fragile, on sait que jusqu'à présent, on n'a que les mesures barrières pour se protéger. Je pense que le gouvernement, à son niveau, essaye déjà de faire le mieux qu'il peut. Nous sommes très limités, que ce soit au niveau des ressources humaines ou alors de la technique. Il faut donc continuer de sensibiliser la population, comme vous le faites déjà à travers vos émissions, continuer d'informer, continuer d'en parler, qu'ils prennent déjà conscience que ce virus existe et que jusqu'à présent, on n'a que la prévention et ça sera la meilleure chose pour nous parce que si on se retrouve avec des hôpitaux saturés ou un nombre important de personnes atteintes par la maladie, on aura un gros problème. Dans les mesures barrières, comme les collègues ont déjà en parlé, respecter les règles d'hygiène, ça, si on le fait, on pourra réduire le nombre de personnes infectées ou alors les structures sanitaires pourront avoir le temps de se préparer aux nouveaux venus. Merci, Docteur Meka, Laetitia, nous avoir accordé ce temps. Je sais que vous êtes de garde, on vous voit en uniforme. Merci beaucoup. Oh, de rien, je suis de garde, donc si on a besoin de moi, alors je vais partir, mais sinon, je reste connecté. Oh, voilà, on pourra revenir. Voilà. Charles Mongue-Mouyeme, sur cette situation, moi je dis, je ne comprends pas que c'était le 17 mars. Qu'on fasse toujours appel aux passagers du 17 mars. Comment vous expliquez cette situation? Non, moi je crois qu'il faut être sérieux. Oui. Le Cameroun se veut un pays sérieux, il faut tout faire dans le sérieux. Les passagers d'un avion sont connus. Nommément, la liste est produite. Vous avez demandé à confiner tous les passagers d'un avion. Vous n'en avez qu'une partie qui sont en quarantaine. Ça veut dire que vous les déduisez. Vous déduisez ceux que vous avez là et vous publiez la liste des autres. Aussi simple que cela. Et puis, regardons notre ami qui est en Chine. Oui. Vous voyez ce qu'on appelle une quarantaine? C'est ça la quarantaine, ce n'est pas le jeu que je vois là. Où on vous dit que des gens sont en quarantaine, ils reçoivent, ils sortent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça la quarantaine. Quand vous avez un avion, même s'il a 200 passagers, vous les mettez dans un hôtel, ils ne sortent pas de leur chambre. Ils n'ont pas à sortir de leur chambre. Je dis, il est là, il nous donne il va nous décrire. Hein? Oui, il nous donne l'exemple de sa quarantaine. Oui. Où il est confiné complètement. C'est ça la quarantaine. Je ne sais pas si nos dirigeants sont finalement... Quand vous regardez ça, vous vous demandez est-ce qu'ils y croient eux-mêmes. Parce que publier la liste, parce que ça va nous aider à nous tous. Si j'ai quelqu'un dedans que je connais et que sa liste est là-dedans, il a refusé la quarantaine, si je le rencontre, s'il arrive chez moi, je n'ouvre pas la porte. Je lui dis, mon cher ami, va à la quarantaine avant qu'on se rencontre. Mais si je ne sais même pas qui c'est, comment je vais me protéger? Je risque de le rencontrer. Oh là là, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Dis donc, comment vas-tu? Alors qu'il a fui la quarantaine d'un avion. Publiez la liste. Les plus grandes personnalités du monde disent qu'elles sont positives. Je ne sais pas qui il y avait dans cet avion pour qu'on cache les noms. Qu'on publie ceux qui ne sont pas venus en quarantaine. Et on va les traquer nous tous. Quand il faut solliciter la population, mais sollicitons la population pour ce genre de choses. Publiez la liste, nous tous nous allons les traquer. On va leur ramener. Parce que quand on dit les familles, c'est pas évident. Hein, quand vous avez votre frère qui vient de France, qui a passé 10 années en France, il n'est pas venu ici. Et vous devez le ramener à la quarantaine, c'est comme une trahison. On est des Africains. C'est comme si tu es en train de trahir ton frère. Personne ne le fera. C'est pour ça que l'État doit prendre ses responsabilités et publier les listes. En ce moment-là, ils seront coincés. Voilà, direction Parme en Italie où nous attend le docteur Jean-Paulin Bissoko. Voilà. On a suivi. Est-ce que l'Italie a, on va pas dire, minimisé la chose lorsque ça a commencé en Chine? Le danger. S'il vous plaît, je ne vous ai pas compris là. Allô? Oui, docteur Bissoko?
Oui, je suis en ligne. Oui, on a suivi le docteur Laetitia Nambourou tout à l'heure, dit l'Italie, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme on dit vulgairement, c'est encore en Chine, c'est loin de nous, voilà, est-ce que l'Italie n'a pas pris la chose au sérieux dès le départ? D'où ce qui arrive en ce moment. C'est-à-dire les mesures fortes. Oui, il faut quand même dire que quand c'était en Chine, aucun pays, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays sont concernés, mais personne n'aurait cru que ce phénomène aurait pris cette ampleur. C'est vrai, on a sous-estimé, et même les mesures qui ont été prises, elles ont été prises progressivement, comme vous avez noté. Au début, le confinement était réservé seulement à 2 villes principales, n'est-ce pas, tout au moins sur la Lombardie, où était le fléau. C'est petit à petit que, vu l'ampleur de la situation, le confinement est devenu national. C'est vrai qu'il faut le dire, les autorités italiennes ont sous-estimé la virulence de cette épidémie, il faut le dire quand même. Okay. Mais après, il faut aussi dire que les mesures ont été adoptées. La Chine, où nous attendons Pavel Daril Kempsenou. Pavel, est-ce que vous connaissez des Chinois qui sont dans la même situation que vous? C'est-à-dire qu'ils restent en quarantaine comme vous? Je n'ai pas d'amis qui sont en quarantaine. En fait, toute la Chine est en quarantaine. Non. Dans ma région, tout le monde est en quarantaine, était en quarantaine. La quarantaine va finir dans quelques instants. Mais jusqu'à présent, c'est toujours dans la région de Hubei, là où je me trouve, une grande partie des Chinois, de tout le monde est toujours en quarantaine. Seulement les fonctionnaires ou des besoins de base à qui on autorise à sortir. Daril, ce qu'on veut comprendre, hein, la quarantaine, décrivez-nous un peu votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis pour Daril? Depuis que je suis sorti de l'hôpital, pour le premier mois, je peux tout faire dans la chambre. Si j'ouvre la porte, il y a un système qui va... Je peux dire ça comment? En fait, ça va signaler. Si j'ouvre la porte, ils vont s'en rendre compte et je serai puni. Ça, c'était pour le premier mois. Et maintenant, après le premier mois, c'est-à-dire depuis la semaine qui est bien définie, on m'autorise à sortir de mon bâtiment. Mais je ne peux pas sortir du campus, puisqu'il y a des caméras dans la ville. Si je sors du campus, on va aussi s'en rendre compte. D'abord, on ne va pas me laisser sortir, étant donné qu'il y a des gardiens. Donc, je peux dire ça comment? Je ne peux pas sortir, je n'ai pas le droit. Moi aussi, je m'inquiète pour mes amis. J'évite de prendre le risque de rencontrer des amis. Mais je peux quand même m'amuser un peu autour de mon bâtiment. Ok. Cette situation, comment vous la vivez vous-même? Comment je la vis? Oui. En fait, je dois avouer, j'ai commencé 2 semaines à l'hôpital, qui était bien plus difficile que ça. Donc pour moi, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de patience. Pour moi, être dans la chambre, j'ai la possibilité de jouer, on m'a donné un ballon, je peux m'amuser de temps en temps, donc j'ai beaucoup plus de patience. Et je connais l'ampleur, donc je connais ce qui peut se passer, je ne veux pas retourner à l'hôpital, donc je suis à l'instruction. Vous communiquez avec la famille du Cameroun? Oui, je communique avec tout le monde, mes frères, amis, par téléphone, où ça? WhatsApp et WeChat. Oui. Ils vous regardent en ce moment, vous avez un message pour eux? Pour la famille? Un message pour la famille. Je les encourage beaucoup, famille comme amis. J'aimerais qu'ils sachent que je prie beaucoup pour eux, je prie beaucoup pour le pays. Et que comme ils m'ont soutenu, comme ils ont prié pour moi pendant le temps que j'étais à l'hôpital, qu'ils sachent que je les tiens la main et que je vais faire mon maximum pour essayer de les accompagner, pour essayer de sensibiliser mes frères camerounais dans cette épreuve difficile. Ouais. Vous avez un message pour les Camerounais? Voilà, on va revenir à vous dans un instant. Charles Mongay Mouyeme, revenons sur cette situation de Douala, ce cas-là que le ministre a finalement... Il a accepté qu'il y a eu ce cas de M. Moukouri hier, mais on a quand même envie de comprendre entre le jour où il décède
Et le jour où l'État, le gouvernement admet qu'il est mort de suite de Covid-19. Oui. Il y a forcément des gens qui l'ont côtoyé entre cette période-là et avant qu'il ne décède, pendant sa maladie. Absolument. Et je pense que comment on gère ça? Normalement, on devrait être en train de les tracer. Oui. C'est-à-dire de les rassembler de proche en proche. C'est-à-dire que la famille immédiate, les amis, tous ceux qu'il a rencontrés, je crois que petit à petit, on devrait être en train de le faire. Mais le délai qui s'est écoulé, le ministre a dit qu'on lui a fait un prélèvement post-mortem, donc il était déjà décédé. On lui fait le prélèvement quand il est décédé. On envoie le test à Yaoundé. Comme il y avait des tests en attente, je ne sais pas si le sien est passé en priorité. S'il n'y avait pas de place, ça a dû prendre quelques journées avant qu'on ne produise le résultat. Évidemment, dans votre question, je comprends que certaines personnes qui sont ses proches, n'étant pas tout à fait convaincus que c'est le coronavirus, ont continué peut-être à vivre normalement et à contaminer d'autres personnes, si ces personnes-là elles-mêmes étaient contaminées. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures drastiques. Si on continue à caresser les gens dans le sens du poil au nom de la pauvreté, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas plus de pauvres au Cameroun qu'en Inde. 70 millions d'habitants dans une ville, les gens sont confinés. Et à un moment donné, je me demande même s'il ne faut pas redéfinir les expressions. J'ai l'impression qu'au Cameroun, quand on dit confinement, les gens voient isolement. Le confinement n'est pas l'isolement. On parlait de villes mortes en début de d'émission. Oui, en 91, moi j'ai vécu les villes mortes ici à Douala. C'était une espèce de confinement? C'était du confinement. Vous avez 5 jours où vous ne mettiez pas le nez dehors. Le ravitaillement, c'était samedi et dimanche. Oui. Nous n'en sommes pas morts. Pourquoi on ne tire pas les leçons de cela? Et c'est l'opposition qui a organisé ça. C'est-à-dire que le gouvernement était même pas d'accord avec les villes mortes. Aujourd'hui, pourquoi le gouvernement n'organise pas, lui, entre guillemets, ses propres villes mortes? En sachant que, ok, Douala première, Douala deuxième, voici comment vous allez vous approvisionner. Le confinement ne signifie pas qu'on ne sort plus pour aller acheter son pain. Voilà. C'est parce que ça signifie. C'est parce que ça signifie. Tous les témoignages que vous suivez, les médecins, tout le monde vous dit je sors pour aller faire les courses. Dans certains pays, il est même... Et nous avons vécu ça pendant les villes mortes. Vous n'aviez pas le droit d'acheter 2 paquets de sucre. Parce qu'on estimait que ceux qui ont de l'argent risquent de vider les magasins et les pauvres, les gens... voilà. Donc, quand on arrivait, même le nombre de pains était rationné, il y avait un rationnement. Si vous voulez beaucoup de pain, vous étiez obligé de prendre des amis pour aller à la boulangerie. Chacun prend 3, là-bas 2, etc. Tirons les leçons de cela et organisons le confinement nécessaire. Tout le monde témoigne qu'il n'y a que ça de vrai pour l'instant pour arrêter la progression de la pandémie. Mais pourquoi on hésite? Qu'on fixe un jour, qu'on dise, messieurs, et puis dans la deuxième fin de faire un test. Oui. On a bien fermé le marché central. Et si le marché était ouvert? Quelqu'un en est mort? On organise. Et puis, il faut que l'État mette de l'argent. Voilà. Il faut qu'on mette de l'argent. Depuis, j'entends les dons, le Chinois a donné, l'autre a donné. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a mis? Et moi, ça me révolte parce qu'on a mis 3 000 milliards dans le football pour la CAN. Mais mettez 10 000 milliards pour notre santé. Si pour le football, vous mettez 2 000 milliards, 3 000 milliards, le football vaut mieux que la santé des Camerounais. Je ne sais pas combien de milliards on met dans la guerre au nord-ouest et sud-ouest. Notre santé, il faut s'en préoccuper. Même si on décide de mettre 10 000 milliards, moi je signe tout de suite pour qu'on soit en vie. Il n'y a aucun pays sans des citoyens vivants. Donc il faut arrêter ces histoires de pauvreté. Il y a les pauvres en Chine, il y a les pauvres partout où on fait le confinement. Il suffit simplement que l'État s'implique et l'État décide de mettre les moyens. Oui. Et l'État a plusieurs leviers. Même la fiscalité est un levier. Quand vous dites aux gens de ne pas transporter beaucoup de passagers, pourquoi vous ne baissez pas le carburant? Puisque ce sont vos taxes. Pourquoi l'État ne dit pas, ok, je me départis de telle taxe, comme ça vous évite de faire les surcharges en taxi, les surcharges en moto, etc. Pourquoi on tourne en rond comme si on fait des économies de bout de chandelle, mais sortez l'argent. On vous dit les commissions qui viennent de Yaoundé. La même commission ira à Bafoussam? La même commission ira à Garoua? C'est quoi la décentralisation? Il n'y a pas de médecins ici. Envoyez-leur des moyens, envoyez les appareils pour détecter. Elle est là, elle a besoin d'appareils et de réactifs.
C'est tout ce qu'elle demande. Donnez-lui ça, il nous fait les tests à Douala. Multiplier les points. Douala, quand même, c'est l'une des plus grandes villes du Cameroun. On doit faire les tests en 4 ou 5 points. Ça va permettre de tester le maximum de personnes et de commencer à voir la situation des gens. Ça leur permet de faire des statistiques. Donc, mettons les moyens. J'ai l'impression que notre État fait des économies de bout de chandelle sur notre santé. Mettez les moyens. Vous avez mis 2 000, 3 000 milliards sur la canne. Il est inadmissible qu'on ne mette pas au moins 5 000 milliards pour nous tirer d'affaires. Moi, citoyen camerounais, je ne l'admettrai jamais. Ok. Docteur Anita Ngouti, le confinement, ça fait débat. Hein? Pourquoi, comme dit Charles Monge Mouyeme, pourquoi on hésite? I really don't know why the confinement is still, they are still drawing about the confinement. The truth is, Cameroonians should understand that confinement is different from quarantine. Oui. When somebody is quarantined, the person is infected or is suspected case, and we are preventing the person from socializing. But if you're confined, you can still go out and do some things and come back in. And if we are confined, we will slow the progression of this virus and we can go back to our normal lives as soon as possible. But if we keep behaving like this, if we keep playing around this issue, if we keep joking about it, we will discover that it will take a long time. You see China, the way China reacted to this virus, they were very aggressive about the way they reacted to this virus. Even the way they're describing the quarantine, the confinement there, is something that is very aggressive. Italy, we have two people that were aggressive and people that were not aggressive. And we can learn from them. And we should learn and see what Italy is going through. And the problem is, Italy has a health system that is better than ours. Now, we might just have 25 cases in Douala, but you will be shocked that you might even go to La Cantine and you will not have a place to be quarantined, even if you're positive. So they are not even hospitals. I think that they should get more hospitals and make those hospitals a place where they can quarantine these patients. A suspected case should not be loitering around. Like the people that were exposed to this patient. Il y en a qui parlent de faire de l'hôpital La Cantine de Douala, cet hôpital dédié au Covid-19. Sur ce plateau, il était là la semaine dernière. Charles Monge Mouyeme, lui, pensait qu'il faut réhabiliter la polyclinique Sopor du côté de Bonapriso. Yeah, they should like extend the space that they have for quarantine, because given the way the cases are increasing every day, soon we will have patients, but we will not have where to keep these patients. And as we send the patients back home, we are already seeing the way the patients react. You will send a patient and tell the patient to be quarantined. The patient will go and still go and sit in the bar and be drinking with their friends. And they say, the coronavirus is quoi? So, and it will continue like that, and continue, the spread will continue. And when we start having critical patients, Cameroonians should know that we don't have respirators, we don't have ventilators, we don't have measures to take care of patients in the intensive care unit, many patients at a time. We can take care to some patients, like maybe 10 or 20 that are critically ill. But when you start getting to 50 critically ill patients, we will be crippled. We will start choosing. And in Italy, it's already happening. They are choosing some people to save. There are some countries that if you are 65 years old and less, stay at home. Yes, you don't come to the hospital, they don't have space for you. If we reach that level in Cameroon, we will not be able. You will start finding people dying on the streets. And it's something that we should really be very concerned about it. Ok. Voilà, on va donc faire le tour de table du monde pour le mot de la fin. Direction la Chine pour Pavel Daryl Kemsenou. Votre mot de la fin, Daryl. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple camerounais? Personnellement, pour moi, je pense que cette épreuve de coronavirus, c'est une épreuve de solidarité. Que, afin de la vaincre, il faudra beaucoup miser sur le patriotisme, sur l'amour de son voisin et sur la solidarité. Il faudra penser à tout le monde, même les plus pauvres, même ceux du fond. S'il faut vraiment y mettre fin. Et ça, c'est mon point de vue personnel.
faudra rester solidaire et se serrer les coudes. Merci. Voilà, vous avez un mot pour le gouvernement? Vous avez vu ce que le gouvernement chinois a fait pour cette maladie? Vous pouvez donner des conseils? Chinois, personnellement, je suis très touché. Le gouvernement chinois a pris mon cas avec beaucoup de cœur. Honnêtement, je le dis. On a pris mon cas avec beaucoup de cœur, gouvernement comme mon école. Et je les remercie vraiment. Et pas aussi en partenariat avec le gouvernement camerounais, je les remercie aussi beaucoup de s'être inquiétés. J'ai reçu des appels venant de l'ambassade, du ministère. Ça me touche vraiment de savoir qu'autant de personnes s'inquiètent pour ma santé. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a encouragé, qui m'a permis de garder espoir pendant que j'étais malade. C'est très motivant de savoir que tu es important pour tout le monde. Et aussi, je tiens beaucoup à encourager mon gouvernement, je tiens beaucoup à encourager mes frères. Tenez le coup. Soyez très patients. Ça sera difficile, mais on va s'en sortir ensemble. Voilà, merci Pavel Daryl Kemsenou. Vous étiez en Chine. Sur ce plateau, Charles Monge-Mouyeme, votre mot, avant qu'on aille en Italie. Oui, moi je voulais simplement dire aux Camerounais qu'il faut comprendre cette maladie au sérieux. À commencer par nos gouvernants, qu'ils y croient, qu'ils ne se pensent pas à l'abri du coronavirus. Ils entendent les nouvelles de par le monde, des gens de leur standing attrapent ce virus. Donc il faut comprendre véritablement le taureau par les cornes. Qu'on arrête ces faux semblants qu'on fait, cette démonstration pour les caméras des journalistes, et qu'on travaille véritablement. En ce moment, il faut confiner les Camerounais. Qu'on arrête avec l'humour noir, les jeux de mots, confiner le confinement, des histoires comme ça. Qu'on arrête avec ça et qu'on arrête avec la haine. Vous avez entendu notre ami de la Chine. C'est une épreuve de solidarité. Il n'y a pas de solidarité entre personnes qui s'invectivent à longueur de journée, qui se haïssent. Parce que je supporte tel, toi tu supportes tel autre. Il faut qu'on ait de la solidarité entre nous. Ce n'est que comme ça qu'on pourra organiser ce confinement pour savoir que le bloc tel de tel quartier, vous pouvez aller vous approvisionner cet après-midi parce qu'il y a la MIRAP qui est venue avec des camions de nourriture et qu'on arrête la méchanceté de la hausse des prix. On ne peut pas faire une hausse de prix quand on est face à une guerre comme la guerre sanitaire. C'est malsain, c'est immoral de vendre des citrons, 5 citrons à 2000 francs. C'est quoi cette affaire? Les pharmacies qui vendent des masques à 1000 francs, 1500, 2000. Il faut sanctionner fermement ce genre d'individus. C'est criminel de faire comme ça. On n'y arrivera pas dans ces conditions. Vous pouvez pas être Camerounais, vous savez qu'on fait face à quelque chose de sérieux, des gens viennent s'approvisionner, vous haussez les prix, vous triplez, vous quintuplez les prix. Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas un être sociable. Et il faut vous sanctionner pour cela. Okay. Donc arrêtons de jouer. L'heure est grave. Et très très grave. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Et je dis qu'on ne lésine pas sur les moyens à mettre en jeu. J'ai vu le président du Sénégal, il a créé un fonds, il a mis 1000 milliards dedans. Je vois ici des entreprises qui disent on donne un chèque de... Vous donnez un chèque de 100 millions, pourquoi faire? Sur quel plan? Quand est-ce qu'on vous a déjà rendu compte des autres chèques? C'est inefficace. Allez acheter des appareils de détection, donnez-les à des hôpitaux. C'est plus efficace que de se mettre à télé avec un chèque de 100 millions. Allez acheter des réactifs. Allez acheter des masques, offrez-les. C'est ça qui est efficace. Ok. Voilà. Docteur Jean-Paulin Bissoko, depuis Parme, voilà un mot pour le Cameroun et les Camerounais et le gouvernement camerounais par rapport au coronavirus. Oui, Serge Alain, ce que je dirais, je pense que le problème, c'est la population. On peut dire gouvernement, on peut accuser, on peut avancer toutes les raisons du monde. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du comportement de la population. La maladie, c'est pour tout un chacun. Donc, je pense que la première chose, c'est les règles d'hygiène. On peut avoir tous les moyens du monde. Je vous dis, l'Italie a ses moyens. L'Italie a beaucoup plus de moyens. La France a plus de moyens que le Cameroun. Je ne pense pas qu'on pourra jamais avoir autant de moyens que ces pays.
malgré cela, nous sommes confrontés à des difficultés énormes face à cette maladie. Donc, je dis et je répète, il ne faut pas arriver au stade de la maladie. Il faut prévenir. Donc, la population, dans son comportement au quotidien, devrait adopter toutes les mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire principalement se laver les mains plusieurs fois dans la journée, la distance avec les voisins et surtout le masque. Le confinement, sûrement, est important, mais je dis, le contexte ne s'y prête pas toujours. Ceux qui peuvent rester à la maison doivent rester à la maison, mais qui a l'obligation d'aller travailler doit sortir parce que de toute façon, il faut quelqu'un pour travailler, pour faire tourner l'économie. Alors, ce que je dirais, c'est la balle est du camp du comportement quotidien de la population. Essayons d'être plus sérieux dans l'application des mesures d'hygiène parce qu'il y va de l'hygiène, n'est-ce pas, quotidienne. Et c'est très important. La maladie est là, mais il ne faut pas qu'on la prenne. Et pour ne pas la prendre, il faut adopter toutes les mesures préconisées, comme je disais tantôt, par le gouvernement, par l'OMS. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, je pense que les mesures, même les mesures prises par le gouvernement, seront modifiées au jour le jour. Même en Italie, les mesures ont été prises en fonction des cas relevés. Ce que je souhaite, et j'espère bien que cette maladie n'ait pas le même impact qu'en Europe. Oui, on va terminer avec... on va d'abord prendre le docteur Ngouti. Ensuite, on va boucler avec le docteur Laetitia Meka depuis l'Allemagne. Prevention is better. So, Prevention yeah. is better. Bottom line, like Dr. Bissoko said, if the government will do their part, but much is on the population. Yeah. Much is on you as a person. Even your preventive measures. Like, take for example, the getting into this place, they give you a hand sanitizer. That's somebody ensuring that you take these preventive measures. So each and every one of us should take these preventive measures. And if somebody beside you is not taking these preventive measures, you should take it as a responsibility to ensure. To wash our hands is a basic thing that we have to do always. Make it a habit. Like you wash your hands every time. You use your hand sanitizer. Avoid touching your face with dirty hands. And maintain the distance with people. Avoid unnecessary visits to places, especially hospitals. There is no need, if somebody is in the hospital, there should be one caregiver there. And then no need for the entire family to be coming to visit. As you're coming, you are exposing yourself. And if we continue doing these preventive measures, continue taking this as a personal fight, as a fight in solidarity, as Pierre said, it's something that we should work together. I think that if we continue doing this, we will come to a point where we will not have new cases again. Voilà, merci. C'est par cette note qu'on va boucler cette semaine consacrée au Covid-19. Eh oui. Charles Mangamouyeme, oui, une semaine. Il faut le faire, Serge Alain. Et je dirais, je suis d'accord avec ce que tout le monde dit, la prévention. Mais le Cameroun a atteint un niveau de déliquescence morale et éthique qui est tel que si l'État ne fait pas le policier, ça ne marchera pas. Les autres vont nous exposer, les indisciplinés, les inciviques vont nous exposer, nous qui voulons suivre les prédictions de l'État. Donc l'État est obligé de sévir. C'est pour ça que j'en parle. Si vous comptez sur les Camerounais qui vont en sens inverse à route, ils ne vont pas changer de comportement. Il faut la police derrière. Il faut les gens qui leur disent « mettez au pas ». On l'a fait dans les autres pays. C'est pour ça que je dis ça. Nous sommes à un niveau moral qui est grave. On ne respecte rien. Ici, ce n'est pas les mesures d'hygiène que les gens vont respecter. Quand ils vous disent que la saleté ne tue pas les Noirs, ce n'est pas celui-là que vous avez fait respecter. On dit de fermer les bars à 18h, à 20h, il est à l'intérieur. Vous avez eu demandé de respecter, mais seulement si lui il prend ça et qu'il est mon frère, il va me contaminer. Alors que moi, je suis en train de suivre les mesures. Qui va faire le gendarme? C'est l'État. Qui va dire à tout le monde, messieurs, vous n'allez pas mettre les autres en danger parce que vous voulez boire votre bière.
C'est pour ça que je parle de l'État. Je ne parle pas de l'État pour l'incriminer, pour dire que c'est lui le fautif. Je dis c'est lui seul qui peut faire le gendarme pour nous mettre au pas. Parce que sur le plan éthique, nous sommes par terre. Nous ne respectons absolument rien. Et les idées reçues font florès. Les gens font de l'humour noir. Regardez les réseaux sociaux, les gens vous racontent n'importe quoi. Il y a les fakes. Oh, on a découvert ceci en Égypte. Non, la potion camerounaise a fait ceci. Si l'État n'intervient pas, ben, ça va être terrible. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Merci Charles Mongamuyeme. Merci Dr Ngouti Anita. Thank you for coming. Okay. Merci également Dr Laetitia Nabourou Meka depuis Ingolstadt en Bavière, en Allemagne. Merci au Dr Jean-Paulin Bissoko à Parme en Italie. Et aussi, grand merci à Pavel Daril Kemsenou qui était en Chine, Empire du Milieu. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, la diaspora camerounaise.